Mon mari a fait des choses vraiment pas correctes, m'a droguée et violée pendant 4 ans. Aujourd'hui, c'est une certitude. Toutes les pièces du puzzle se sont remises en place, même si toute la mémoire n'est pas revenue, évidemment. Mon mari, à l'époque, la personne en qui j'avais le plus confiance. Enfin, on n'imagine pas ça. Jamais. On se dit, mais mon mari m'a fait ça, mais dans quel... Mais pourquoi? Cette parole est rare, et donc précieuse. C'est la parole de Charlotte qui vit dans le canton de Berne. Elle s'exprime aujourd'hui parce que le témoignage de Gisèle Pellicot a fait sauter tous ses verrous. Gisèle Pellicot, égérie post-MeToo. Gisèle Pellicot, droguée, violée et livrée inconsciente à des dizaines d'hommes par son mari. L'homme vient d'être condamné dans le sud de la France par le tribunal d'Avignon à 20 ans de prison. Ce procès a provoqué un tsunami planétaire. Il alimente toutes les conversations. On donne son avis, on oscille entre consternation et dégoût. Tout le monde parle, oui, mais personne ne se raconte. Des femmes vivant en Suisse ont pourtant accepté de nous livrer leurs témoignages. Elles ont été violées par soumission chimique dans leur sphère privée. Le bourreau est parfois le conjoint, parfois l'ami proche, mais toujours un homme en qui elles avaient confiance. Malgré l'absence de souvenirs et bien souvent l'absence de preuves, elles nous ont parlé avec un objectif, que la honte change de camp. Le témoignage de Gisèle Pellicot a été une planche de salut pour d'innombrables femmes. C'est le cas de Charlotte, qui a 50 ans passés, savoure sa parole libérée. Ça a été très spécial pour moi. Et ça a été un moment difficile, parce que bien sûr, comme c'était expliqué, je m'y retrouvais dans les états bizarres, dans les pertes de mémoire, etc. Il y a beaucoup de choses qui étaient similaires. Et là, je me suis dit, tu n'es pas toute seule. Je pensais être la seule. Le mari de Charlotte ne sera jamais inquiété par la justice. Il est mort il y a longtemps. Et puis elle n'a ni preuve ni souvenir précis de ce qu'elle sait pourtant avoir subi. C'est un faisceau d'indices troublants qui pousse Charlotte à accepter l'impensable. Elle sait aussi que des questions essentielles seront pour toujours sans réponse. Comment savoir si ça s'est arrêté à lui? Je préfère me dire que oui, mais comme j'ai pas la mémoire de tout ça, j'ai que des flashs. Les flashs étaient avec lui, mais je n'ai pas de réponse concrète à savoir s'il y a eu d'autres personnes. Mais quel type d'homme peut faire ça? On avait bien compris que les princes charmants n'existent pas, mais les monstres non plus. Alors qui est le mari de Charlotte? C'est quelqu'un de sportif, de plutôt sain dans sa vie, avec de l'humour, plutôt intelligent. Enfin, je veux dire, il y a une vie de couple qui s'installe, qui est plutôt saine. Et tout d'un coup, il y a ces états. Ces états, c'est le petit nom donné par l'entourage de Charlotte à ses comportements inquiétants et surtout incompréhensibles. Vous vous sentez bizarre, votre tête, votre corps, vous sentez bizarre, vous avez fortement envie de dormir, comme ça, sans prévenir. Alors, en général le soir, en général après souper. C'est lui qui cuisinait, toujours. Chérie? Je cuisinais pas, lui cuisinait, il aimait ça. Et vous allez dormir, mais dormir, ça peut prendre 2-3 jours. 2 jours jusqu'à que vous rémergiez un petit peu. Ou même si je suis dans ces états et que je fonctionne, c'est-à-dire que peut-être je vais aller faire des courses ou quelque chose, je m'en souviens absolument pas. Et puis, il y a les flashs. Des flashs,
où j'avais une activité sexuelle avec lui. J'avais des mini-flashs comme ça. Et c'était très troublant. Parce qu'aucun souvenir, juste des images, des flashs. Et quand je lui en ai parlé, non, il me répondait que c'est moi qui voulais et qu'en plus j'étais encore plus débridée quand j'étais dans ces états. Et un sentiment de malaise, de se dire mais non, mais c'est pas possible dans l'état où je suis. Je sais que je peux pas avoir ne serait-ce qu'envie. Lorsque Charlotte tombe enceinte, miracle, ses états disparaissent. Et puis elle accouche et ses états reviennent. Ça interroge Charlotte, bien sûr, mais pas plus que ça. Tous les médecins qu'elle a consultés l'ont rassurée. Il n'y a rien d'inquiétant. 2 ans plus tard, pour des raisons de mésentente, le couple divorce. Ça s'arrête. Dès le moment où je n'ai plus aucun contact avec lui, je n'ai plus jamais eu ces états. Plus jamais. Et même là, on ne se dit pas « Tiens, c'est bizarre ». Non, on se dit juste « Ah ben c'est cool, j'ai plus ce problème de santé ». En Suisse, selon certaines études, près d'un quart des femmes ont subi des actes sexuels non consentis. Au rayon des agresseurs, il y a des maris, des connaissances, des collègues et parfois des amis très chers. Andrea vit à Martigny, en Valais. Elle n'a que 21 ans, une vraie passion pour la peinture et déjà 3 ans de souffrance sur ses jeunes épaules. Un soir de janvier 2022, elle se prépare à faire la fête avec un copain dont c'est l'anniversaire. La mère d'Andrea propose alors à un ami de la famille, bien plus âgé, de chaperonner les petits jeunes. Affaire conclue, le trio se retrouve en boîte. Ils boivent, trop, et s'aventurent dans des conversations inappropriées sur la sexualité. Andrea trouve ça nul, mais elle n'en fait pas grand cas. Au petit matin, ils décident d'aller manger un morceau. Alors on est dans cet appartement parce que l'auteur a voulu nous inviter à manger une fondue à 4, 5, 6 heures peut-être du mat. On a accepté parce qu'évidemment on est mort, quoi. On a beaucoup trop bu, on sait même plus ce qu'on fait, on sait même déjà plus où on est. Mais cette fondue, il l'a fait et il nous resserre un verre. Il n'en prend pas pour lui. Juste, il nous sert un verre qu'il prépare à la cuisine, ça je m'en souviens, le dos tourné, machin, il nous sert de verre. On est déjà mort, mais on prend une gorgée. Je pense que j'ai vraiment pris qu'une seule gorgée. Et après ça, je vois mon meilleur ami à côté de moi commencer à s'endormir. Moi, je commence à partir aussi en arrière, comme si je partais déjà dans un rêve, comme ça. Je contrôle plus grand-chose. Et le dernier truc que j'entends, c'est du coup l'auteur qui dit « Vous pouvez dormir ici, hein, mais on n'a que ce canapé-lit pour les 3. » Puis moi, je réponds rien, parce que je suis déjà totalement dans les vapes. Même si j'ai pas envie de m'endormir, je m'endors. Je m'endors sans pouvoir y faire quoi que ce soit. Andrea sombre dans un trou noir. Ce n'est pas un sommeil profond, ce n'est pas de l'ivresse, c'est un trou noir, percé soudain par un filet de lumière. J'ouvre les yeux, je les referme, et il est juste devant moi, il y a son visage vraiment là, et puis il me respire dessus, et je peux rien faire, je comprends rien à ce qui se passe. Bon, je retombe dans le sommeil. À un moment, là, vraiment, je me réveille, pendant peut-être 1 minute ou 2, par douleur, parce que il était en train de me pénétrer, quoi. Et je comprends rien, évidemment. Je comprends rien à ce qui se passe. Je sens pas mon corps, je sens juste que j'ai mal, mais je comprends rien. C'est vraiment un état totalement flou. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est que il prenait ma jambe, qui était vraiment inerte, il la posait sur son épaule, pour lui faciliter la tâche, et puis ma jambe retombait comme ça à chaque fois. Parce que j'étais un cadavre. Très basiquement un cadavre. Et je me rendors. À son réveil le lendemain matin, Andrea est dans le flou le plus total. Que fait-elle là, nue, dans le lit de l'ami de la famille? Une seule chose est claire pour elle, elle doit s'habiller et se tirer de là. Ce qui se passe, c'est que ça réveille l'auteur, qui vient derrière moi, me prend dans ses bras, et puis il me dit « Merci pour ce que tu m'as offert hier soir ». En fait, il savait que j'étais vierge, quoi. Je mets toute la journée comme ça, à rassembler mes souvenirs, à rassembler ces petits flashbacks, et jusqu'à ce que j'arrive à la conclusion que je dormais, et il m'a violée. Et voilà, et je le dis à ma mère.
C'est ma fille, elle me dit c'est un viol, c'est un viol. C'est une agression. En une seconde, je pense qu'on a tous les états. La tristesse, la colère, la déception de ne pas avoir été là. Et culpabilité de ma part, parce que c'est quelqu'un que je connaissais bien, que je connais toujours. Et que Andrea, elle était présentée à cette personne comme une personne de confiance. Et là encore, il y a trop d'émotions. Comment il a pu faire ça? Aucun respect. Comment il s'est permis? Il a pris son innocence. Il a gâché sa vie parce que sa vie ne sera plus jamais la même. La vie de Philomena aussi a changé. Tout son temps libre, elle le consacre désormais à sa fille. Écouter Andrea, la regarder, la protéger tout simplement, comme elle l'a toujours fait, sauf cette nuit-là. L'agression par soumission chimique existe depuis toujours. Droguer une personne, annihiler son consentement, pour la voler, la violer ou usurper sa signature est un vieux classique. Mais le terme n'est apparu qu'au début des années 2000. On définit, en tout cas dans notre domaine de la toxicologie médico-légale, la soumission chimique comme l'administration d'une substance psychoactive à l'insu d'une victime. L'objectif n'est pas de tuer ou d'intoxiquer fortement la victime, de loin pas, mais c'est de la rendre dans un état qu'on aime souvent décrire comme une sorte d'état pantin, en fait, où la victime va être à la merci de toutes les volontés de l'agresseur. Marc Augsburger est le patron de la toxicologie forensique au Centre universitaire roman de médecine légale. À la demande de magistrats ou d'hôpitaux, on recherche ici les traces de drogue, notamment en cas d'agression. Le nombre de cas qui nous sont soumis, ça représente à peu près un cas par semaine en moyenne. Et il s'agit rarement de la drogue du violeur, le fameux GHB. Non, pour droguer et agresser, ce sont presque toujours des médicaments d'usage courant qui sont utilisés, des somnifères ou des antihistaminiques, associés pour plus d'efficacité à de l'alcool. Se procurer une substance, si c'est vraiment compliqué, on ne va pas pouvoir l'avoir. Donc en fait, l'agresseur va prendre ce qu'il a sous la main ou ce qui est à disposition relativement facilement. En fait, il faut se mettre dans la peau de l'agresseur. Il faut faire ce jeu intellectuel pour essayer de comprendre quelles sont les substances qui pourraient être utilisées, comment est-ce qu'elles vont être administrées et aussi où est-ce que ça va se passer. La majorité des cas d'agression avec soumission chimique se passe dans la sphère privée, entre personnes qui se connaissent, dans l'intimité des couples, des familles, et dans un environnement assez restreint finalement. On n'a pas d'affaires de soumission chimique dans le milieu festif ou dans la rue. C'est des cas qui nous sont souvent signalés, mais on n'a pas eu de cas avérés. Le violeur inconnu, marginal, à la sexualité problématique est une idée erronée. Celui qui fait mal est dans la majorité des cas un proche. Alors combien y a-t-il de Charlotte et d'Andrea, droguées et abusées dans l'intimité d'une relation qu'elles croyaient sûre? On est dans un domaine où malheureusement les chiffres de la police ne reflètent pas la réalité. Je crois qu'il faut être très clair. Souvent les victimes hésitent à déposer plainte, hésitent à annoncer les souffrances qu'elles ont vécues à la police. Et donc on sait qu'il y a une part grise très importante dans tous ces délits à caractère sexuel. Comment déposer plainte quand on n'a aucun souvenir? Et quelques flashs suffisent-ils à dénoncer un mari ou un ami? Andrea n'a pas laissé le doute s'installer dans son esprit. Elle a rapidement déposé plainte contre son agresseur, malgré l'absence de preuves et les souvenirs flous. En fait, le lendemain, je vais à la police avec ma mère et je porte plainte. Ça me paraissait la chose logique à faire. Et du coup, je l'ai fait. J'étais vraiment en mode automatique. Comme je dis, j'étais morte, moi, j'étais plus connectée à rien. Mais je sais pas, dans ma tête, ça faisait sens. Il s'est passé ça, je vais porter plainte, c'est pas normal, je le fais, c'est tout.
On est assez régulièrement dans des situations où c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Donc ça reste des enquêtes qui sont compliquées à mener. En même temps, ce qu'on constate aussi dans ce genre d'affaires, c'est que l'auteur, souvent, va prendre des images. Et donc, il y a des traces. À travers ces souvenirs qu'il va garder, c'est une forme de trophée. Et c'est assez récurrent dans toutes les agressions à caractère sexuel. C'est en rangeant une armoire que Charlotte, encore mariée à ce moment-là, découvre un de ses trophées. Il y a un jour, je suis tombée sur des photos de moi, nue, dans des positions assez suggestives, avec absolument aucun souvenir d'avoir pris ces photos. En plus, étant à l'époque timide, pudique, je comprenais pas. Je suis vraiment restée devant ces photos. Je suis tombée là-dessus. J'ai dit, mais... Et c'est terrible de ne pas se souvenir. Et quand vous lui posez la question, il vous répond très calmement, « Non, mais c'est toi qui as voulu les faire. » Alors là, pareil, c'est votre mari. Ah bon, ok, alors j'ai peut-être voulu faire ça. Des viols, de nombreux trophées, de multiples victimes qui s'ignorent. Tels sont les ingrédients de l'histoire qui suit. Elle est dingue, elle est inédite, elle se passe en Suisse. C'est un peu Mazan avant Mazan, mais version romande. Comment cette affaire, qui a duré au minimum une quinzaine d'années, est-elle passée sous les radars médiatiques? Très peu d'articles ont rendu public le procès de l'auteur. C'était il y a à peine 5 ans. MeToo n'en était qu'à ses débuts en Suisse. C'est un dossier marquant et qui m'a habité. Ouais. Ça, je peux dire que c'est un dossier qui m'a habité. C'est le dossier d'une carrière, oui, parce que j'ai pas eu à ce stade autant d'agressions sexuelles à gérer pour une personne. Ouais. L'homme est arrêté en 2015. Gilles Mioton est son avocat depuis le début. Son client est sans nul doute un agresseur hors norme. Mais qui aurait pu s'en douter? Un monsieur éduqué, ce niveau socio-culturel élevé, universitaire, à l'aise financièrement, entrepreneur bien dynamique. Enfin, il vit dans son quartier, il a ses voisins, il a ses enfants, sa famille. Mais monsieur tout le monde. Vous soupçonnez pas évidemment que ce monsieur pourrait faire ça. Ça, c'est l'inceste, l'événement qui va tout déclencher. L'entrepreneur est arrêté pour les viols répétés sur sa fille, toute jeune adolescente. Lorsqu'il est interpellé, il reconnaît les faits. Il est donc inculpé et incarcéré. Fin de l'histoire? Pas vraiment. Le père incestueux retrouve son avocat quelques jours plus tard. Et il me demande si j'ai du temps. Puis je dis oui, j'ai du temps, je suis là pour vous, j'ai en tout cas une bonne heure, discutons de tout ça. Et il me dit à ce moment-là, je suis un vrai violeur. Et je sais pas si j'ai dû, pas changer de couleur, mais monsieur me reprend, me regarde et me dit, mais rassurez-vous, j'ai tué personne. Et il me dit, mais vous ne m'avez pas compris, je suis un vrai violeur. Et là, il y a eu un ton mort. Et je lui dis, enfin, expliquez-moi ça. Il me dit, mais en fait, je sais pas par où commencer. Je sais pas par où commencer. Et puis c'est là je commence à poser des questions. Je dis, mais est-ce que c'est dans le temps que vous ne savez pas placer tout ça? Est-ce que c'est le nombre de victimes? Enfin, expliquez-moi. Et puis il s'est mis gentiment à table. Et le chef d'entreprise Bontin va dérouler l'impensable. Une longue série de viols sur des victimes droguées, et cela pendant plus de 10 ans. Il avoue aussi un mode opératoire toujours identique. Il utilise somnifères et éthers pour endormir ses proies. Il procède essentiellement à des attouchements et à des pénétrations. Il impose des fellations. Il filme tout et transfère systématiquement les vidéos sur son ordinateur. Voici quelques repères marquants dans la trajectoire criminelle de l'auteur, tels qu'ils ressortent du dossier d'instruction.
Année 2001. La victime est sa belle-mère. Année 2004. La victime est une voisine. Année 2005. La victime est sa belle-sœur. Année 2008. La victime est une amie de la famille. D'autres victimes sont encore mentionnées dans le dossier qui en compte 6, même si toutes n'ont pas déposé plainte. Il ressort aussi de l'instruction que l'entrepreneur a un très lourd passé criminel. Au début des années 90 déjà, il est condamné pour des attouchements sur une nièce. Quelques années plus tard, pour téléchargement illicite d'images pédopornographiques et de zoophilie. Nous avons retrouvé cette amie de la famille qui a été abusée en 2008. Nous l'appellerons Anna. Hormis son actuel compagnon et son avocate, personne n'est au courant de ce qu'elle a traversé. Je me suis dit, voilà, il ne faut pas parler à personne, c'est quelqu'un de respectable. J'avais aussi pitié de ces enfants. Moi, à cette époque-là, je ne savais pas qu'il était capable de faire tout ce qu'il a fait aussi à sa fille et à tout le monde, toutes les autres victimes. Donc pourquoi en parler maintenant, de le dénoncer c'est pour juste gâcher encore la vie de ses enfants et d'autres peut-être, des miens et peut-être de mon mari. Alors j'ai décidé de me taire. À l'origine de cette affaire, 2 familles avec enfants qui partagent une belle amitié. Elles se voient très régulièrement, jusqu'à ce samedi de septembre 2008. Ce soir-là, après un repas bien arrosé au restaurant, le voisin et ami de Anna propose un dernier verre chez lui. Une fois dans sa cuisine, l'homme prépare un thé pour ses amis. Et j'ai commencé à boire le thé, j'ai commencé tout de suite à me sentir bizarre, tout de suite. Et je me sentais fatigué, je me sentais tout de suite à vouloir m'endormir. Et ça m'arrive jamais. J'ai dit à mon mari, ça va pas, je me sens pas bien. Non, il faut rentrer, je vais pas bien. Et ce monsieur, il s'est levé, il a dit, écoute, t'es saoul, viens te coucher ici derrière. Et là, il m'a couché sur le canapé. Et moi, je sentais que c'était pas normal. Ça m'était jamais arrivé, ce genre de choses. Et là, il m'a embrassé sur les lèvres. Et là, j'ai compris vraiment, c'est lui qui m'a mis quelque chose dans le verre, c'est pas possible. Et je me rappelle de plus rien. À un moment donné, elle revient à elle. J'ai vu ce qui se passait. Je l'ai vu sur moi, j'ai vu qu'il était en train de me violer. Là, j'ai compris. Et là, j'ai dit, mais c'est pas possible. Et là, il est en train de me violer. Et j'ai essayé de me battre. Je voulais vraiment me débarrasser de lui, mais j'avais pas de force. J'étais consciente, je voyais ce qui s'est passé, mais je n'arrivais pas à bouger mes bras. Et là, je me souviens, après de plus rien non plus, jusqu'à ce que je me suis réveillée en train de vomir. Anna a conscience de son viol, mais elle souffre aussi de plages d'amnésie. Et puis elle veut comprendre. Où donc sont passés les autres pendant cette nuit d'horreur? Son mari, la femme de l'agresseur. Ils ont peut-être aussi été endormis. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde a passé la nuit sur place. Au petit matin, Anna se dépêche de rentrer chez elle. Elle vomit toute la journée, ne se lève que pour se doucher. Elle se sent tellement sale. Et puis il y a ces traces de brûlure. Je me vois dans le miroir, j'ai peur. J'ai vu mon visage complètement brûlé. J'avais des brûlures partout. J'avais des raies comme un acide, quelque chose. C'était horrible. Et j'avais peur d'avoir le visage complètement défiguré.
Ce sont les traces d'éther, en fait. Paniquée, Anna décide de se rendre à l'hôpital. Le gynécologue qui la reçoit l'examine, mais ne décèle rien de spécial. Les vomissements, c'est peut-être le repas qui n'est pas passé. Anna ressort dépitée de sa consultation médicale, qui n'aboutit pas même à un signalement. Pourtant, elle a dit les choses. Nous nous sommes procuré le rapport final du médecin. Voici ce qu'il note. Depuis qu'il est arrivé, ne se souvient de rien. Patiente rappelle, ne se rappelle toujours pas de beaucoup. Avait bu un thé chez des amis avec son mari samedi soir. Après, a des images floues, voit l'ami de son mari la déshabiller, ne peut rien faire. Se réveille le matin après, avec des cheveux mouillés et des brûlures autour de la bouche. A senti une odeur de sperme. Ne veut pas porter plainte pour son ami. Pas de préservatif. À son retour de l'hôpital, Anna partage son angoisse avec son mari. J'ai dit, mais moi je pense qu'il m'a endormi. Il a mis quelque chose dans mon verre. Et là, il m'a stoppé immédiatement. Il a dit, non, tu dis jamais ça, ça c'est des gens bien. Tu ne dis jamais ça à personne. Il n'a pas pu le faire. Et là, je me suis arrêté, j'ai plus jamais parlé quoi que ce soit. Alors, Donc du viol, vous lui avez même pas parlé? Non, jamais. Dans les années qui suivent, Anna enfouit sa souffrance au plus profond d'elle-même. Les victimes n'ont pas de profil particulier. Si ce n'est peut-être ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que les victimes sont souvent des personnes qui sont très empathiques et qui prennent sur elles. C'est tout à fait classique que la victime prenne la responsabilité de son mal-être, de sa souffrance ou des violences subies, alors que l'auteur en général est plutôt en état d'impunité et à ne rien reconnaître. Alessandra Duc-Maroud est psychiatre. Tous les jours, au centre de consultation Les Boréales, à Lausanne, elle reçoit des familles, victimes et auteurs de différents types de violences, dont la soumission chimique. Il y a des profils d'auteurs, parce qu'on est bien sûr dans le domaine de la perversion. Donc c'est souvent des personnes qui ont une relation à autrui qui est complètement dirigée par le fait qu'autrui doit combler des besoins personnels. Et que donc, à partir de là, tout est permis. Alors, il y a des auteurs qui vont utiliser de la violence, il y a des auteurs qui vont utiliser les pressions psychologiques, et puis il y a des auteurs qui vont utiliser des substances chimiques. Mais je dirais que c'est plus un moyen mis au service d'un fonctionnement psychique qui est toujours ne pas tenir compte du besoin de l'autre, du respect de l'autre, de sa souffrance. Anna, en tout cas, semble marquée à vie. Ça m'a bouleversé. Ça revient par des moments. C'est comme si c'était hier. On le ressent comme une saleté, une humiliation. Parce que je le rapproche aussi beaucoup de ne pas avoir me laissé me défendre. C'est quelque chose que je vis très mal, que je n'ai pas pu me défendre, qui ne m'a pas laissé ce choix. Et ça, on le vit plus ou moins, enfin, mais ça reste toujours, j'ai l'impression, une tâche. Pour Anna, c'est une tâche. Et pour Charlotte? Comment vit-elle les années qui suivent son divorce? En fait, elle vit. Elle ne va pas carrément mal, mais jamais franchement bien. Elle consulte des thérapeutes et elle avance. Cas un cas. Quand je faisais crise d'angoisse, enfin, vraiment tout le corps, tout réagissait. C'est pas juste la petite crise d'angoisse. C'est la crise. Et vous rentrez en sidération. Des cauchemars terribles, un mal-être, quelque chose qui joue pas. Il y a quelque chose qui me manque dans mon histoire. Il y a un truc. Et du coup, je me demandais même qui j'étais. Malgré ce mal-être persistant, Charlotte essaye de reprendre une vie amoureuse. Étant quelqu'un de caractère quand même, devant la jante masculine, je me mettais un peu en soumission, pas forcément dans la sexualité, mais et c'est comme si j'attirais que des hommes qui vont me trahir en fait, toutes ces choses. Et je comprenais pas pourquoi je restais dans des relations qui n'allaient pas, qui étaient pas bonnes en fait. Combien de temps pouvait-elle continuer comme ça? Sébastien Ayonne-Berger, patron de la brigade criminelle de la police cantonale vaudoise,
sait que la parole des victimes peut mettre beaucoup de temps à se libérer. Si on prend la cellule familiale, je pense que c'est la place dans la société où on devrait être le plus en sécurité. La victime ne sait pas qu'elle est victime et finalement, ces agressions sexuelles pourront durer des mois, des années, commises par un père, un frère, un membre de la famille. Et finalement, il faudra juste un petit quelque chose pour que la victime se rende compte. Et puis, la problématique après, c'est aussi la relation de l'auteur. Ça peut être un père. On casse une structure familiale. Il y a la honte. On a des victimes qui vont pleurer. On a des victimes qui ne vont pas comprendre. On a des victimes qui vont rejeter. Et on a des victimes qui ne veulent pas savoir. 20 ans, c'est le temps mis par Charlotte pour enfin savoir. Ballottée de relations insatisfaisantes en symptômes déstabilisants, elle finit par craquer complètement. C'était l'été dernier. Et là, ça a été vraiment l'effondrement, ouais. Là, j'ai été hospitalisée, ouais. C'est comme si mon cerveau, à un moment donné, il a sorti le tiroir, il m'a ressorti le truc, ben voilà, maintenant, on va régler ça. Et tout ça est devenu comme une évidence, où là, j'ai réalisé que oui, que mon mari m'a droguée et violée pendant 4 ans. Pas de souvenir ne veut pas dire pas de séquelles. Lorsqu'elles arrivent chez la doctoresse Duc-Maroud, les femmes victimes sont toutes marquées. Ça a un impact extrêmement fort sur déjà la confiance en autrui, le sentiment de honte. Il y a souvent vraiment un sentiment que le corps a été blasphémé et qu'en fait on a été mis en état d'impuissance totale. Il y a souvent un très grand dégoût aussi. Et puis ça va dépendre aussi d'où vient la femme, combien de temps la soumission chimique a existé, dans quel type de relation ça s'est inscrit. Et dans le cadre d'une relation conjugale, c'est rajouter une couche aux difficultés. D'abord, il faut accepter de voir son conjoint comme son bourreau. Et quand l'idée est enfin admise, comment la communiquer au reste de la famille? C'est pas facile. On emmène toute sa famille là-dedans. Quand on vient à dire les choses, ce qui s'est passé, que ce soit son enfant, que ce soit ses parents, sa famille. Il a trahi tout le monde. Parce que moi, je l'ai pris comme un membre entier de ma famille. C'était comme un fils, comme un troisième enfant pour moi. Donc, il m'a trahi les yeux dans les yeux. Puis ça, je n'admets pas. Sandrine porte son lot de souffrances. C'est la mère de Charlotte, sa confidente, son principal soutien. Ces années passées, j'ai beaucoup vu ma fille triste, sans comprendre pourquoi. J'ai vu ma fille faire des dépressions quand même. Donc maintenant, c'est l'objectif, c'est qu'elle ait là le bien, qu'elle puisse continuer sa vie et être enfin heureuse. Elle dessine beaucoup. Moi, j'aimerais effacer tout ça de ses souvenirs. J'aimerais qu'elle n'ait jamais vécu ça. J'ai beaucoup d'admiration pour Andrea. Beaucoup d'admiration. Et je sais qu'elle souffre énormément. Et je sais elle essaie de montrer qu'elle va mieux de ce qu'elle a, de comment elle se sent vraiment. On a l'impression que vous n'arrivez pas à décoller vos yeux du dessin. C'est étrange. Mais vous pouvez me regarder quand même. Pardon. Non mais vous êtes comme absorbé par le dessin. En vrai, oui. Je suis presque hypnotisée. Du coup, il y a un peu rien qui existe autour, mais je peux quand même vous regarder. C'est vrai qu'elle a l'air forte, Andrea, si sûre d'elle. Et toujours ce besoin de rire brandi comme un bouclier. Je rigole tout le temps. Je sais pas exactement pourquoi. Je crois que c'est des rires de nervosité. Je rigole de tout. Surtout quand je vais pas bien. Rire pour mettre à distance. Et une certaine froideur pour Carapace. Je me montre beaucoup plus sèche en général, surtout avec de nouvelles personnes. J'ai l'air souvent très désagréable, mais c'est juste vraiment de la protection. Je laisse plus rentrer personne. Il a fait de gros dégâts, cet ami de la famille, censé veiller sur elle pendant une soirée de fête. Andrea souffre d'une grave dépression
et d'un syndrome de stress post-traumatique. Elle a arrêté ses études et ne sort pratiquement plus de chez elle, sauf pour voir sa psy et suivre des ateliers thérapeutiques. Je fais énormément de cauchemars. Le sommeil est toujours très compliqué. Je suis toujours très fatiguée. Le moment où je me suis endormie cette soirée-là, ça a quand même signé mon arrêt de mort. Et du coup, c'est très compliqué de revoir le sommeil d'un point de vue réparateur. Tout de suite, maintenant, m'endormir, c'est danger. En vrai, ça a tout pris, et ça a tout abîmé. Parce que le truc, c'est que je suis incapable de vivre normalement depuis cet événement. Et ça a porté à 2 tentatives de suicide. Je crois que violer quelqu'un, c'est tuer quelqu'un. Mais c'est bien mal la connaître. Souvenez-vous, Andrea a traîné en justice celui qu'elle désigne comme son agresseur. Il a été acquitté pour manque de preuves. Et c'était il y a 1-2 mois. Et ça, oui, ça m'a mise vraiment très très mal. Mais j'ai quand même décidé de poursuivre. Bon, déjà parce que je suis une tête de mule et puis je veux continuer. Parce que je trouve ça pas juste. Et puis que même si je sais que certainement que je ne vais jamais gagner cette affaire, mais c'est pas grave. Parce que j'ai l'impression de faire quelque chose d'utile, de me battre. Et je pense que si j'arrêtais, là vraiment j'aurais l'impression de mourir. Parce que j'abandonnerais, j'accepterais qu'il soit acquitté. Et j'accepte pas. L'homme a bien admis un rapport sexuel consenti, précise-t-il. Mais pas de viol, ni de soumission chimique, et aucune preuve pour le confondre. L'appel interjecté par Andrea pourra-t-il vraiment aboutir ? Anna, de son côté, s'était résignée au silence puisqu'on ne la croyait pas. Son voisin et ami l'a droguée et violée. Tant pis, elle s'était faite à l'idée de vivre comme ça, sans y penser. Jusqu'à ce coup de fil inespéré de la police cantonale vaudoise. Ils m'ont demandé si je connaissais ce monsieur et je lui ai dit oui, je le connais malheureusement parce que voilà, il s'est passé quelque chose il y a déjà 7 ans, je pense. Ils étaient presque un peu gênés et là, ils se sont dit, ils savaient tout. Moi, je ne savais pas, c'est eux qui m'ont raconté qu'il avait pas seulement avoué, mais ils ont des films, qu'ils avaient des films. C'est alors qu'Anna apprend qu'il y a beaucoup d'autres victimes et beaucoup d'autres films. Ces révélations font voler en éclats ses résistances. Elle décide de porter plainte, même s'il faut la pousser un peu. Elle ne se sentait pas légitime, en fait, de déposer plainte dans cette affaire. Elle avait vécu ce qu'elle a vécu, elle avait des bribes de souvenirs, personne ne l'avait cru à l'époque, elle avait quand même essayé de le dire rien qu'au médecin, elle avait tenté de le dire à son ex-mari, tenté de le dire à une amie, si je me souviens bien, puis tout le monde lui avait dit non mais c'est pas possible, il ferait jamais ça. Et puis alors elle s'était du coup renfermée, et puis elle s'était dit, de toute façon, personne ne me croira, donc ça sert à rien de déposer plainte. Et puis en fait, j'ai dû un peu l'accompagner dans ce processus de dire mais oui, vous êtes légitime à être là. Dans ce dossier hors norme, le support image est édifiant. En bon gestionnaire, l'agresseur a tout classé scrupuleusement. Une filmographie de l'horreur dans laquelle a dû s'aventurer l'avocate de Anna. Donc voilà, on regarde ce qu'il y a besoin de regarder. C'est pas du tout du voyeurisme ou quoi que ce soit. Hein. C'était même, je le passe un peu en accéléré, mais voilà, pour préparer l'audience, préparer le dossier, j'étais malheureusement quand même obligée de visionner pour savoir de quoi on parlait exactement en fait. De devoir aussi informer hein, la cliente, voilà, elle n'a pas voulu les visionner, hein, ce que je comprends, je conçois tout à fait. Mais voilà, elle était quand même curieuse de savoir un peu ce qu'il y avait dessus, donc j'ai quand même dû un peu lui donner des informations. Ça, c'était quelque chose de difficile dans l'affaire. C'était aussi choquant de savoir que voilà, il a filmé, que quelqu'un a pu voir ses films. Mais c'était en même temps un soulagement. J'ai pas dû me battre pour que les gens me croient. J'ai effondré vraiment, je me suis laissé effondrer. Comme maintenant presque. Elle s'effondre mais n'en laissera jamais rien paraître. Elle va s'engager dans le processus judiciaire dans le plus grand secret. Aujourd'hui encore, ses amis et sa famille ignorent tout. Incroyable dossier.
des films, des aveux, et malgré cela, 4 ans d'enquête seront encore nécessaires pour reconstituer le parcours criminel d'un homme décrit comme intelligent et manipulateur. Les enquêteurs retrouvent les victimes, les informent, étoffent le dossier. Dans ces conditions, que peut bien faire l'avocat de la défense? Je vais chercher la peine juste. La peine juste et de présenter le client de la meilleure manière possible. Et effectivement, quand vous lisez l'acte d'accusation, vous regardez les auditions, on se dit, mais mon Dieu, qui est ce monstre? Il ne faut pas oublier qu'il y a quasiment 5 ans qui se déroulent entre l'arrestation et le tribunal. Dès le début, ce monsieur admet 95% de tout. Et en 5 ans de thérapie hebdomadaire, de rendez-vous avec son avocat, de rendez-vous avec ses médecins, d'activités au sein du carcéral, de tout l'environnement qu'il y a autour, la personne change complètement. Ce n'est pas tout à fait l'avis de la doctoresse Duc-Maraude. Les pervers se vivent jamais comme des vrais méchants. Ils sont en tout cas pas demandeurs de soins. Maintenant, il y a certaines situations où il y a des mandats de traitement, donc il y a quand même des choses qui sont tentées pour les aider, mais c'est extrêmement difficile. C'est vraiment extrêmement difficile parce qu'ils se sentent rarement coupables, sauf s'ils ont l'impression que de se dire coupable leur apporte un bénéfice. Par exemple, d'être moins punis en justice. Et la justice passe enfin. Le procès se tient au tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois en mars 2019. L'entrepreneur vaudois écope de 12 ans de prison, 12 ans pour un pédigré criminel d'exception. Moi, je vais vivre avec ça toute ma vie. Alors lui fait 12 ans, et 12 ans, pour lui, c'est pénible, mais c'est que 2 ans de sa vie qu'il passe. Nous, les victimes, on passe jusqu'à la fin de nos jours. C'est pas une prison, c'est une tâche, c'est une révolte. Sans doute. Mais Anna la tient, sa grande victoire. Celle d'avoir enfin parlé, d'avoir osé affronter et son vécu et son bourreau. Sa force, elle l'a notamment puisée dans le témoignage de Gisèle Pellicot. Je vois le courage de cette femme aussi de s'exposer visage découvert. Et je trouve que ça serait un peu lâche de ma part de ne pas participer à l'émission. Je pense que ça m'a encouragé, oui. Si elle fait ça, moi je peux aussi le faire. Et si ça peut aider à quelqu'un, tant mieux. Pour toutes les victimes, de se rendre compte que leur expérience est utile à d'autres, ça donne le sentiment juste de reprendre un peu le pouvoir sur les auteurs. Enfin, c'est cet espoir de dire il y aura moins de victimes et en se mettant ensemble, en parlant de ça, je vais protéger des gens, donc je ne suis pas que une victime impuissante. Donc, ça permet de récupérer un petit bout de maîtrise sur la vie et sur la violence. Si depuis quelques mois les langues se délient, les campagnes de prévention contre les agressions sexuelles par soumission chimique existent depuis quelques années déjà. Mais sont-elles bien ciblées? On sait que la majorité des agressions avérées se déroulent dans la sphère privée. Or, jusqu'à présent, les campagnes ne désignent comme zone potentiellement dangereuse que le milieu festif. On prévient nos enfants, ou même nous, on a été prévenus qu'il faut faire attention, l'espace en verre, on n'accepte pas le verre d'un étranger, etc. Mais on n'est pas censé devoir se méfier de ce qu'on a à la maison. Donc, je ne sais pas comment il faudrait formuler ça, en fait. Le procès des viols de Mazan amènera sûrement à un nouveau type de prévention. J'ai confiance, à présent, en notre capacité à saisir collectivement un avenir dans lequel chacun, femme et homme, puisse vivre en harmonie, dans le respect et la compréhension mutuelle. Charlotte a pris ses pinceaux. C'est ainsi qu'elle se détend et qu'elle apaise ses boules d'angoisse quand ça va mal. Mais c'est de plus en plus rare. Et il y a des signes de bonheur qui ne trompent pas. Je me suis rendu compte quand même avec tout ça aussi que c'est assez frais, mais que finalement, il y a des hommes gentils et sympas et corrects. Parce qu'à un moment donné, j'en avais oublié ça. C'était un peu compliqué. Et maintenant,
Je suis de nouveau dans l'idée de me dire oui, je peux rencontrer quelqu'un et je peux rencontrer quelqu'un de bien et ça sera le cas.